Bonjour les amis, eh bien écoutez, nous réglons l'autofocus, ça va trembler un peu. Vous voyez le sujet, comment faire son plan de résilience personnelle. C'est un sacré sujet en fait que je vous propose d'étudier, de regarder, sur lequel je vous invite à vous pencher cette semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes petits singes, mes poules et moi et toute la ménagerie du grenier, nous sommes ravis de vous retrouver et de se retrouver pour ce nouveau JT du grenier qu'on va consacrer à la résilience et à la résilience personnelle, à la résilience individuelle. Parce qu'évidemment, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur cette image, vous avez un petit bonhomme qui a un masque FFP2, c'est les crises sanitaires. Vous voyez la fumée derrière et c'est les crises écologiques, c'est les crises de pollution, c'est les crises industrielles, c'est les risques industriels. Et puis vous avez là du désert et puis vous avez là une petite plante verte qui a bien du mal à pousser et qui est bien seule. Et c'est évidemment un peu le symbole des crises alimentaires, des crises environnementales, du manque d'eau, de la sécheresse, etc., la crise climatique. Et donc en réalité, on est confronté à une multitude de crises. Et donc, ce que je veux essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est cette idée d'abord qu'on n'est pas démunis face aux crises auxquelles nous sommes confrontés, que nous avons des leviers collectifs bien entendu, qui sont des leviers politiques, etc., des leviers associatifs, tout ça on peut en parler bien évidemment. Puis nous avons aussi et surtout des leviers individuels que nous pouvons actionner, et encore une fois, eh bien on peut partir du plus petit échelon, c'était Pierre Rabhi qui parlait des colibris. Le colibri, c'est chacun fait sa part, petit oiseau qui amène une toute petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie dans la forêt. Eh bien, c'est vrai que la petite goutte d'eau qu'il amène, c'est rien du tout, mais il a fait sa part, et si chacun on amène tous notre petite goutte d'eau, eh bien évidemment, si nous sommes tous un tout petit peu plus résilients, eh bien nous serons tous globalement beaucoup plus résilients. Et donc c'est un petit peu cette idée-là. Alors nous allons parler longuement aujourd'hui de la résilience, et cette résilience, on va d'abord commencer par la définir. De quoi parle-t-on ? La résilience, c'est quoi? Et oui, je suis un garçon assez basique. Avant de parler de quelque chose, on essaye de le définir. Et bien en fait, à l'origine, la résilience, elle n'est pas du tout économique, elle n'est pas du tout politique, elle n'est pas du tout sociétale, elle n'est pas du tout industrielle, elle n'est pas du tout logistique. Non, elle est psychologique, la résilience. La résilience, c'est avant tout un concept psychologique, c'est la capacité à résister, à encaisser, à dépasser des traumas qui sont extrêmement forts. Et donc, on parle de résilience psychique, de résilience en psychologie. En psychiatrie, vous avez deux catégories de personnes, ceux qui réussissent à dépasser les traumatismes auxquels ils ont été confrontés et ceux qui n'y arrivent pas. Alors il y a plein de raisons, vous pouvez regarder, tiens d'ailleurs il y a de superbes conférences de Boris Cyrulnik, je vous laisse chercher Boris Cyrulnik, qui est un grand neuropsychiatre français, c'est un vieux monsieur de 84 ans, un puits de science, un puits de sagesse et également un puits de douceur, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a eu beaucoup de traumas, qui a su les dépasser, aussi en faire son métier. Et donc il parle certainement, c'est l'un de ceux qui parle le mieux de la résilience en psychologie et en psychiatrie. Donc si vous tapez résilience Boris Cyrulnik sur YouTube par exemple, eh bien vous aurez pléthore de choix de vidéos pour pouvoir approfondir un petit peu cette notion absolument passionnante, et surtout faites-le avec Boris Cyrulnik, il a vraiment des choses très intéressantes à dire. Donc à la base, la résilience, c'est quelque chose de psychologique. Alors, par extension, ça désigne la capacité en économie ou la capacité d'un système à résister à des chocs. Voilà, et ça c'est la définition classique de la résilience telle qu'on pouvait la connaître, donc notre capacité à supporter des chocs ou à en atténuer de manière plus ou moins importante les effets. Alors regardez, la résilience, le plan de résilience, alors vous voyez même l'État parle de résilience, là c'était Jean Castex, avant qu'Elisabeth Borne soit nommée première ministresse. Présentation du plan de résilience économique et sociale, Ségur le 16 mars 2022, vous voyez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, nous sommes en mai, mars, avril, mai, c'était il y a 2 mois, ça semble une éternité. Et donc l'État avait, regardez, je voulais imprimer, enfin,
je fais attention à la planète, donc je vous ai imprimé que 2 pages, puisque c'était les 2 pages dont je voulais simplement vous parler. D'abord, vous montrer plan de résilience économique et sociale, voilà, source officielle. Si vous tapez plan de résilience économique et sociale sur votre moteur de recherche préféré, vous aurez bien évidemment accès au PDF qui doit faire 50 ou 60 pages. Et je voulais juste vous montrer là la table des matières et rapidement vous évoquer avec vous, balayer très très rapidement ce que le gouvernement mettait dans son plan de résilience économique et sociale. Alors c'est une douzaine d'objectifs. Le premier, renforcer le bouclier tarifaire pour les ménages et les petites entreprises. Vous savez, c'est les fameux boucliers tarifaires pour le prix de l'énergie, du gaz, etc. Objectif 2, soutenir les entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent une part élevée des charges. Objectif 3, éviter les faillites des entreprises affectées par le choc. Là, on parle de la guerre en Ukraine, en fait. 16 mars 2022, 24 février 2022, début de l'intervention russe et de l'invasion russe en Ukraine. Et donc, vous voyez, on est 20 jours après, le gouvernement sort ce plan de résilience économique et sociale. Objectif 4, accompagner les entreprises impactées par les mesures de restriction des exportations, des importations, des activités ainsi que par les perturbations du commerce international. Objectif 5, faciliter la recherche de débouchés alternatifs des entreprises exportatrices. Objectif 6, apporter des soutiens ciblés aux secteurs les plus exposés à la hausse du coût des intrants. Objectif 7, les intrants, ce sont par exemple tout ce qu'on va trouver comme engrais azotés qui sont produits dans les pays de l'Est. Objectif 6, apporter des soutiens ciblés aux secteurs les plus exposés à cause de la. 7, sécuriser l'approvisionnement en intrants critiques. Oui, c'est-à-dire qu'il y a non seulement le coût, mais il y a aussi le fait de pouvoir s'en procurer. Objectif 8, responsabiliser les donneurs d'ordre afin de faire jouer les solidarités de filière. Objectif 9, renforcer la souveraineté énergétique. Objectif 10, renforcer la souveraineté alimentaire de l'Europe. Donc vous voyez, on parle là, c'est le gouvernement, source tout à fait officielle, et je ne me base que sur ces données officielles qui sont absolument incontestables. On n'a pas besoin d'aller chercher des choses exotiques. Et donc, quand le gouvernement vous parle de souveraineté énergétique ou de souveraineté alimentaire, il vous parle d'indépendance alimentaire ou énergétique. Et donc dans la résilience, il y a évidemment une dimension de souveraineté, une dimension d'indépendance, une dimension d'autonomie, de capacité à faire soi-même. Donc c'est important, et donc c'est valable au niveau collectif comme au niveau individuel évidemment. Alors, une question que je me suis posée, c'était peut-on mesurer la résilience? Est-ce que la résilience, elle se mesure? Est-ce qu'il y en a qui mesurent la résilience? Eh bien oui, vous avez le think tank FM Global qui fait le Resilience Index, donc l'indice de résilience, et qui classe les pays par degré de résilience. Et donc la France est classée 19e. Oh, c'est un score pas si mauvais que ça en soi. Et donc, la résilience, elle est mesurée à l'aide de 12 critères. Alors là, vous avez les classements des principaux pays. Donc, juste premier, c'est Danemark, Norvège, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Finlande, Suède, Autriche. Et nous, 19e, pour information, le Royaume-Uni se classe 10e, donc 9 places devant la France, en raison du Brexit. Et oui, parce que le Brexit, en réalité, il renforce la souveraineté. En renforçant la souveraineté, eh bien, on renforce une capacité nationale et donc des autonomies, des indépendances. Et donc, en réalité, le Royaume-Uni a beaucoup progressé dans le classement FM Global Index de la résilience par pays. À noter que le premier, c'est le Danemark et le deuxième, c'est la Norvège. Tout ça, c'est pas un hasard. Ce sont soit des petits pays, soit des pays qui produisent beaucoup d'énergie. C'est le cas de la Norvège. Ce sont des pays qui sont avec des populations relativement moins denses, je pense notamment à la Norvège, à la Finlande ou à la Suède. L'Allemagne, c'est parce qu'elle bénéficie d'une très grosse industrie, mais en réalité l'Allemagne n'est pas vraiment résiliente, puisque vous voyez à l'occasion de la crise ukrainienne à quel point l'Allemagne était dépendante pour sa production d'énergie du gaz russe. Donc justement, ça nous entraîne à l'efficacité de cette résilience. Alors juste là, je vous listais les critères qui sont utilisés par FM Global pour mesurer la résilience: productivité, risque politique, intensité pétrolière, taux d'urbanisation.
ou encore l'exposition au risque naturel, la qualité du risque catastrophe naturelle, qualité du risque incendie, cyber-risque. Bon voilà, alors tout ça, lutte contre la corruption, qualité des infrastructures, gouvernance d'entreprise, transparence des chaînes d'approvisionnement. Bon, évidemment, tout ça, ça nous amène forcément à la limite des critères, à la limite de l'efficacité de la mesure de la résilience d'un pays sur les critères actuels, pour une simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, la pandémie, la guerre en Ukraine, vous voyez, tous ces chocs exogènes extrêmement violents montrent à quel point on peut mesurer une résilience, mais la mesure d'une résilience de manière académique, de manière théorique, en réalité, ça sert un peu à rien, puisque les crises sont par nature hors cadre, hors académie, hors moyenne, à peu près hors tout, et donc c'est exactement ce qui se passe. Ce qu'il faudrait mesurer, c'est beaucoup plus l'autonomie sur un certain nombre de secteurs critiques, pays par pays. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'alimenter ma population en termes alimentaires? Est-ce que je suis capable d'alimenter ma population en termes énergétiques? Est-ce que je suis capable de fournir le chauffage? Est-ce que je suis capable de fournir les besoins en eau? Est-ce que je suis capable de fournir un besoin en travail? Est-ce que je suis capable de fournir l'achat d'un certain nombre de biens de première nécessité? Pourrait tout à fait discuter de ça, mais par exemple, je sais pas, on va dire que s'habiller à minima, c'est très important. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen parlait d'un panier de 100 produits de base sur lesquels il faudrait supprimer la TVA. Alors, peu importe, mais l'idée de dire, voilà, quels sont les 100 produits de base dont on a tous besoin. Paire de chaussures, quand bien même on aurait tous la même, une chemise, quand bien même on aurait tous la même, un modèle garçon, un modèle fille, etc., etc. Bon, tout ça, si vous voulez, on pourrait faire des critères pour essayer de voir si on est capable, par exemple aujourd'hui en France, en Allemagne, en Italie ou au Portugal, de produire suffisamment de chaussures pour chausser sa population, avec l'équivalent de 2 paires de chaussures, voilà, une paire par an et par adulte, et puis 2 paires par an et par enfant, parce que les enfants s'agrandissent. Vous voyez, ça serait intéressant de mesurer ça. Bon, moi, j'ai pas les moyens de le faire tout seul, mais c'est vrai que c'est, à mon sens, plus comme ça qu'on devrait mesurer la résilience d'un pays, c'est sur sa capacité d'autonomie. De faire tout seul en dépit de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Et encore une fois, l'autonomie ou l'indépendance, ça ne veut pas dire le repli sur soi et le fait de pas être ouvert ni aux autres, ni à l'étranger, ni de commercer évidemment avec tous ses partenaires. C'est pas du tout ça, c'est simplement de mesurer la capacité à faire soi-même. Mesurer la capacité à faire soi-même, ça ne veut pas dire qu'on fait contre les autres ou absolument toujours sans les autres. Ensuite, quels sont les risques de choc en fait? Et ça aussi c'est important de définir les chocs auxquels on va être confronté quand on veut parler de sa propre résilience, de sa résilience individuelle, personnelle, et bien quels sont les chocs auxquels vous et moi, nous risquons d'être confrontés. Alors ils sont de 2 types en fait. Le premier type, c'est les chocs contre lesquels je peux mener une action de nature à changer les choses. Si par exemple j'ai des masques FFP2 chez moi en stock, et bien le jour où il y a une pandémie, je peux me masquer quand même vous avez une pénurie de masques à ce moment-là. Si vous avez, je sais pas moi, une crise inflationniste et que vous avez un petit peu d'or, et ben vous allez pouvoir résister à cette crise inflationniste. Si vous avez un effondrement monétaire dans la zone euro, mais que vous avez un petit compte en dollars aux États-Unis, et bien vous allez pouvoir survivre à votre effondrement monétaire. On peut remplacer le compte en dollars par le compte en francs suisses, en Suisse, etc., etc. Vous avez plein de manières différentes après de vous protéger. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est que vous avez des chocs contre lesquels vous pouvez faire quelque chose. Et votre action peut être déterminante pour limiter les impacts, voire même supprimer les impacts de ces chocs. Et puis les chocs contre lesquels vous ne pouvez rien faire, d'accord? Typiquement l'astéroïde qui va venir, qui va aplatir la Terre entière, tuer les dinosaures et tous les bipèdes que nous sommes. Bon, ça a priori, au niveau individuel, je dis bien individuel, ça sert pas à grand chose de se préparer. Au niveau collectif, on envoie Bruce Willis sur un astéroïde dans Armageddon, le film. C'est le meilleur foreur, il va creuser des plateformes pétrolières, là, il va forer sur un astéroïde, il va mettre des superbes bombes atomiques au milieu, pouf, il va péter, il va sauver la planète entière. Bon voilà. Mais là, vous voyez, c'est une préparation collective. Vous, à titre individuel, vous n'êtes pas Bruce Willis, je ne suis pas Bruce Willis et je n'ai pas la capacité à moi
moi tout seul à sauver la planète. Et puis évidemment, je prenais également l'attaque de zombies. Je le faisais exprès, l'attaque de zombies, c'est un petit clin d'œil que je fais à tous. Pourquoi ? Parce que l'attaque de zombies, évidemment, on ne peut pas trop s'y préparer, quoique, puisque finalement, le gouvernement américain demande à ses citoyens de se préparer à l'attaque de zombies. Regardez, si vous tapez le Homeland Security Digital Library, vous allez tomber sur FEMA, Prepare for Zombie Apocalypse. La FEMA qui est la Federal Emergency Management Agency, qui est l'équivalent de la sécurité civile en gros aux États-Unis, avec des pouvoirs beaucoup plus élargis. Faut dire que bon, c'est à l'américaine. Et donc, soyez prêts. En gros, l'idée, alors ils ont même fait un clip sur ready.gov, Zombie, don't plan ahead, you can. Donc voilà, comment vous préparer à une attaque zombie. L'idée ici, c'est de vous dire, et c'était pédagogique, notamment pour amener les adolescents américains à avoir une approche sur la gestion des risques majeurs. Et donc, une approche plus ludique à travers évidemment tous les films de zombies à succès, notamment The Walking Dead, et puis tous les jeux vidéo où on tue du zombie à la chaîne chez les jeunes et les moins jeunes, et juste à des fins pédagogiques. Alors en gros, si vous êtes prêt à survivre à une invasion de zombies, vous êtes prêt à survivre a priori à un problème économique, à une inondation et à des risques majeurs et importants, mais qui ne soient pas tout à fait ni la fin du monde, ni des films de science-fiction. Voilà, donc ça c'était pour le petit clin d'œil. Quels sont les risques de choc auxquels nous sommes confrontés ? Alors ici, je vous en ai listé quelques-uns. Dans le dossier stratégie, vous verrez, il y en a un petit peu plus, mais la crise géopolitique, énergétique, alimentaire, sanitaire, économique, monétaire, climatique, etc. Alors vous voyez des crises, en fait, il y en a plein, et en rentrant en résonance les unes avec les autres, elles s'amplifient, elles s'alimentent, elles s'additionnent, et elles amènent des difficultés qui sont absolument dantesques en réalité, aussi bien pour les pouvoirs politiques que pour les autorités monétaires, et qu'évidemment, pour nous, tout en bas de la chaîne, les individus, les citoyens, effectivement, on est impacté par tout ça. La crise géopolitique, vous voyez bien à quoi ça fait référence. C'est par exemple la guerre en Ukraine, c'est par exemple les difficultés sino-américaines, donc entre la Chine et les États-Unis, la crise énergétique, je crois que vous voyez très bien de quoi on parle, il suffit que vous alliez faire votre plein ou que vous payiez votre facture EDF ou de gaz et vous savez de quoi je parle. La crise alimentaire, vous voyez que vous avez plus d'huile dans les rayons, en tout cas plus d'huile de tournesol, il n'y a plus d'huile de colza d'ailleurs, je vois moi dans mon coin, il y a du colza partout, mais on n'a plus d'huile de colza. La crise sanitaire, nous en sortons sans en sortir, tout en étant suspendus entre la monkeypox, la variole du singe, et le coronavirus et le Covid qui n'est pas tout à fait parti. Et nous sommes évidemment pas à l'abri d'une mutation. La crise économique qui découle de tout ça, la crise monétaire, l'inflation, vous la voyez déjà. Et puis la crise climatique, évidemment, avec l'éco-anxiété et l'anxiété environnementale et écologique, notamment chez nos jeunes, qui en plus pose un véritable problème. Vous voyez qu'on est confronté à tout ça. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'être ni pour ni contre, il y a bien au contraire. Ça, c'est factuel. Nous sommes confrontés à ces chocs-là. Nous sommes confrontés à ces crises-là. Et il faut pas mal le prendre, c'est comme ça. Ça fait partie de notre monde, ça fait partie de notre réalité. Comment on s'y adapte ? Comment on s'y adapte et comment on fait preuve de résilience face à ça et comment, à titre individuel, on essaye de le dépasser en mettant en place un certain nombre de stratégies et de choix individuels et personnels qui vont nous permettre de vivre au mieux ces situations difficiles. Alors, dans le plan de résilience personnelle, le PRP, là, je vous ai fait deux profils. Alors, vous avez, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, vous avez le gris, ça représente 100%. Et puis là, c'est un profil. Ici, alors le profil qui est là, c'est un profil un peu comme moi, qui habite à la campagne. Donc globalement, en termes énergétiques, entre mon poêle à bois, mes réserves de bois, mon petit chauffage, ma maison, mon autonomie, le fait que je suis capable de mettre des pulls, bon an, mal an,
terme énergétique, je suis pas trop mauvais en fait et je consomme pas beaucoup en données corrigées de tous les écrans que vous voyez là. Mais bon, le jour où il n'y a plus d'électricité, de toute façon on n'aura plus d'écran les amis, et puis vous aurez plus le plaisir de me voir, mais c'est pas grave, on sera passé en mode je mange mes boîtes de raviolis. Alors justement, mode boîte de raviolis, comme moi je suis en maison, donc j'ai un grenier, je peux stocker, j'ai un petit peu de place, je suis plus dans mon appartement parisien où chaque centimètre carré était compté, et donc évidemment en alimentaire, je peux avoir quelques boîtes de conserve, je peux avoir un potager, je peux avoir mes poules qui me font des œufs gentiment, donc finalement j'ai une autonomie alimentaire où même si c'est pas tous les jours Byzance, eh bien effectivement à la campagne, depuis la nuit des temps, on sait bien qu'il vaut mieux subir une famine à la campagne que subir la famine en ville. Alors, après, j'ai la crise sanitaire. Bon, la crise sanitaire, pareil, je vis mieux un confinement dans ma maison avec mon jardin quand bien même j'ai pas 15 hectares, plutôt que quand j'étais enfermé en ville, sans jardin, dans un immeuble sans ascenseur, au 5e étage, qui donnait plein sud et donc dans lequel j'ai tout fait l'été par exemple. Bon, vous voyez, donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et puis, économique, est-ce que je suis mon propre petit entrepreneur? Est-ce que je suis capable de pas beaucoup dépenser? Est-ce que je suis capable d'avoir une approche de diversification patrimoniale, etc., etc. Donc, on va dire que oui, donc vous pouvez vous mettre 100%. Et puis, en monétaire, en climatique, en géopolitique, donc vous allez suivre vos différents critères comme ça, et puis vous avez là ici donc le profil plutôt de quelqu'un qui habite à la campagne et qui est rural, et puis ici vous avez le profil de plutôt quelqu'un qui est lui citadin dans une très grande ville, typiquement l'Île-de-France, et qui va être beaucoup moins autonome, surtout s'il est en appartement. C'est moins le cas par exemple s'il est en maison, et là en sanitaire il va faire un grand bond à 80 lui aussi, parce qu'il a une forme d'autonomie, il a des extérieurs, il n'est pas coincé en cas de confinement, etc., etc. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération quand on va faire son plan de résilience personnelle, et donc il va falloir être capable de se positionner sur chaque univers en fonction de ces éléments-là et de ces critères de risque ou de résilience que vous souhaitez sélectionner. Et ça, c'est un travail que je vous invite à faire et que je vous invite à penser votre résilience, à la théoriser avec un certain nombre d'items. Je pense que c'est très important. Comment devenir résilient? Et donc là, on va vraiment avancer un peu plus dans le sujet. On va réfléchir aux impacts directs pour chacun de nous. Quel est l'impact direct d'une pandémie? Quel est l'impact direct d'une crise économique? Quel est l'impact direct d'une crise monétaire? Est-ce que j'ai beaucoup d'économies à protéger ou pas beaucoup? Est-ce que si par exemple je parle d'une crise sanitaire et que je suis en appartement, est-ce que j'ai bien vécu les confinements ou est-ce que j'ai mal vécu les confinements? La réponse, elle appartient à chacun. Il n'y a aucune bonne et mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses individuelles par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que nous sommes tous. Moi, je supporte très mal d'être enfermé. Donc, si vous m'enfermez dans un appartement avec femme, enfant, poule, chat, chien, et que vous me dites faut pas sortir, c'est très compliqué, d'accord? Mais il y en a d'autres, ça leur pose aucun problème. Donc voilà, on est comme on est. Excusez-moi, c'est le rhume. La résilience n'est pas un extrémisme. Et là, je voulais vous le dire, je pense que c'est pour ça que l'État utilise le mot de résilience. La résilience, c'est la recherche d'un équilibre. Donc, il ne s'agit pas de vous dire changer complètement de vie, claquer la porte ou renverser la table. C'est pas ça. La résilience, c'est chercher un équilibre entre ce qu'est votre vie, ce que sont vos contraintes. Alors dans les contraintes, il y a votre travail, il y a celui de votre conjoint, il y a vos enfants qui sont dans des écoles, qui ont des copains, etc. Bon, il y a la vie de famille élargie, vos parents, les beaux-parents. Bon. Donc il y a plein de choses qui rentrent en considération dans la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose qui se travaille sous contrainte. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire la résilience parfaite, on part tous élever des chèvres dans la misère la plus totale au fin fond du Larzac. C'est pas ça la vraie résilience. La résilience, c'est un équilibre. Et donc, c'est un équilibre qui recherche à optimiser votre capacité à encaisser les chocs. Voilà, sous contrainte. Et encore une fois, si vous renversez la table et que vous partez déjà dans une yourte
au fin fond de l'Aveyron, et ben partez dans une yourte au fin fond de l'Aveyron. Mais enfin, il faut que ce soit un projet familial. Hein. Si vous avez une famille, vous ne pourrez pas l'imposer à vos conjoints comme ça, par un claquement de doigts, parce que ce sont des changements de vie majeurs et qui ne correspondent pas forcément à votre manière d'être, à votre manière de vivre, à votre éducation, à votre passé, à ce que vous aimez. Vous avez des gens, ils ne peuvent pas se passer de la ville. Bon, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se passer de la ville qu'ils peuvent se passer de travailler leur résilience en ville. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler la résilience du citadin, la résilience en ville. Et donc, c'est tout ça, hein, c'est quels sont tous les choix de vie pour concevoir, articuler son plan de résilience personnelle. La résilience, oui, mais dans le confort et la sérénité, on choisit ce que l'on fait croître et on choisit ce que l'on fait décroître, et c'est en ça que la résilience est un équilibre. On va faire croître des choses, mes compétences, mes connaissances, ma diversification des risques, mes différentes sources de revenus, que sais-je, moi, je vous pouvais dire, je travaille là, mais je travaille aussi là, je veux augmenter mes sources de revenus, donc j'investis dans un Airbnb et je vais par exemple faire un petit gîte. Bon, vous pouvez imaginer plein de choses pour augmenter votre résilience, faire croître certaines choses, mais en faire décroître d'autres. Donc je peux essayer de croître certains de mes revenus, je peux essayer de faire décroître certaines de mes dépenses, notamment celles que je vais considérer comme des dépenses, je sais pas moi, vous allez dans n'importe quelle foire à 1 euro, à 2 euros, à 5 euros, à 10 euros, vous avez plein d'articles pléthores, je ne citerai pas les chaînes comme Action, Jiffy, etc. Mais bon, vous allez là-dedans, on va tous acheter parfois des choses dont on n'a pas franchement besoin. Donc il y a ce que je peux faire décroître et ce que je peux faire croître, c'est intéressant d'y réfléchir. La conclusion, c'est que il est très important d'avoir en tête qu'on n'est pas obligé de subir sans rien faire, en fait. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable avec son emploi, c'est valable avec son argent, c'est valable dans la vie de manière générale. On n'est pas obligé de subir tout. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas obligé de subir un certain nombre de choses, mais on a toujours une marge de manœuvre et une marge de liberté. Et cette marge de manœuvre et de liberté, c'est votre patrimoine, vous l'utilisez comme vous le voulez, c'est votre emploi, vous n'êtes pas un esclave, vous allez travailler là où vous voulez, et puis votre localisation, vous vivez bien là où vous avez envie de vivre pour le moment. Donc vous avez un certain nombre de paramètres de liberté. Il faut utiliser ces paramètres de liberté qui vous reviennent et dont vous êtes maître pour articuler votre plan de résilience personnelle. Vous pouvez atténuer les effets des chocs, voire même parfois les éviter. Vous avez un réel pouvoir de faire. Nous avons tous un pouvoir de faire. Et ce pouvoir de faire, il se matérialise à travers quelque chose qui est le pouvoir de décider. Le plus dur, souvent, c'est de décider. On sait qu'on peut faire d'un point de vue théorique. Je sais que je peux changer de travail. Le problème, c'est pas de savoir que je peux changer de travail. Le problème, c'est à un moment donné de décider de quitter cet employeur pour aller voir un autre employeur ou pour me lancer à mon propre compte ou pour changer mon orientation professionnelle de manière complètement radicale, par exemple. Pas, je dis n'importe quoi, vous êtes aujourd'hui, combien il y en a qui sont cadres à remplir des tableurs Excel dans une tour de la Défense et puis qui un jour, ils arrêtent, ils font un CAP boulanger et ils ouvrent leur propre boulangerie. Vous tapez plein de reportages comme ça, vous en avez peut-être croisé. Ce sont des choses qui arrivent, elles sont réelles. Des choix de faire. Et donc ces choix de faire, ils proviennent toujours avant tout d'une décision. Alors là, avant de décider, évidemment, on se prépare, on réfléchit, on met en place une stratégie avec des jalons, des points clés, des étapes, des points d'étape, etc. Puis un jour, on est prêt et évidemment, on peut se décider de se lancer. Penser sa résilience face à tous les chocs que je vous ai listés et à plein d'autres, vous voyez bien que c'est une nécessité. Et enfin, il ne faut pas avoir la résilience, évidemment, égoïste ou mais la résilience altruiste, tournée vers les autres et vers la préservation. La résilience, encore une fois, c'est un équilibre, c'est pas un extrémisme, c'est un équilibre, et c'est un équilibre qui doit être altruiste et tourné vers la préservation. La préservation de quoi ? La préservation, par exemple, de l'environnement.
Et il ne s'agit pas de tomber dans l'écologie bébête du type « si je trie bien mes poubelles, je sauverai la planète ». C'est pas vrai, d'accord? Quand je trie mes poubelles, je ne sauve pas la planète. Et en vous disant ça, je ne vous dis pas de ne pas trier vos poubelles. Il faut que nous puissions trier nos poubelles. Mais en triant nos poubelles, en fait, on ne sauve pas la planète. Pourquoi on ne sauve pas la planète? Parce que d'abord, la meilleure poubelle, c'est celle qui ne se remplit pas. Donc, pour ne pas se remplir, c'est celle qui fait qu'il n'y a pas de déchets. Moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de poubelle et il n'y avait pas de tri sélectif. Mais en fait, il n'y avait pas de tri sélectif, mais objectivement, les poubelles n'étaient pas un problème. Et moi, si on descendait la poubelle une fois tous les 3 jours, c'était le bout du monde, parce qu'elle ne se remplissait pas, la poubelle. Et pourquoi elle ne se remplissait pas? Parce que les restes, ça se mangeait. Parce que les épluchures, ça partait aux animaux ou dans les composts, parce que il n'y avait pas de plastique, parce qu'il n'y avait pas d'emballage, parce qu'il n'y avait pas de suremballage, parce que les œufs, on allait les chercher dans une petite boîte en plastique et on vous remplissait la petite boîte en plastique orange ou bleu avec des œufs frais, et puis vous repartiez avec, et puis vous ne jetiez pas votre petite boîte en plastique qui est un petit tupperware et qui vous servirait à re-remplir vos œufs. Les bouteilles de vin, elles étaient consignées, les bouteilles d'eau, elles étaient consignées. Bref, il n'y avait pas d'industrie du recyclage. Et l'industrie du recyclage, elle va avec l'industrie de la consommation de masse. Et aujourd'hui, les bouteilles de verre que vous mettez dans vos containers avec la bonne conscience en disant « Ah, j'ai bien travaillé, j'ai bien recyclé mon verre, j'ai bien fait ma poubelle jaune et ma poubelle verte », eh bien tout ça, en fait, si c'est à peu près trié en France, c'est recyclé en Ukraine, c'est recyclé en Pologne, c'est recyclé en Russie, parce que pour fondre le verre, eh bien, il faut beaucoup d'énergie, et puis il faut évidemment beaucoup d'énergie pas chère pour faire tout ça à pas cher. Et donc tous les grands verriers, tous les grands fabricants de bouteilles, etc., ils sont dans les pays de l'Est avant tout, parce que c'est là-bas que l'énergie est la moins chère. Et donc, les pots en verre, les bouteilles en verre, eh ben, c'est made in Ukraine. Donc en fait, ça part par camion, donc nos verres à nous, là, qu'on recycle ici, eh bien, ça part par camion là-bas, c'est refondu là-bas et ça nous revient sous forme de bouteilles neuves ici. On faisait beaucoup mieux avant. Avant, on avait les bouteilles consignées, donc on renvoyait les bouteilles et puis les bouteilles étaient nettoyées, rincées, re-remplies par le même fabricant, qui n'avait pas besoin de changer sa bouteille, qui éventuellement reposait une autre étiquette, et puis c'était réglé. Et oui, donc on ne sauvera pas la planète en juste recyclant. Mais en tout cas, encore une fois, la résilience, ça doit viser la préservation. La préservation de la planète, la préservation de vos intérêts, la préservation de votre confort, la préservation de nos proches, etc. etc. Donc la résilience, elle est altruiste. Et c'est en ça que le gouvernement utilise, par exemple, le terme résilience, en opposition, par exemple, à un autre terme qui est le survivalisme, qui, lui, comme son nom l'indique, survivalisme, dès que vous avez un isme, vous avez une notion tout de suite d'extrémisme. N'y voyez pas un jugement de valeur de ma part, mais un jugement sémantique. Le survivalisme qui nous vient des États-Unis et qui est intéressant dans plein de choses, et notamment dans sa capacité à poser un certain nombre de problèmes, de compétences, d'univers d'apprentissage, etc. Il n'arrive pas à se débarrasser d'abord de ce isme, qui lui est effectivement très nocif, très négatif, et puis n'arrive pas non plus à se débarrasser de ces scories de l'armement et des mitraillettes nord-américaines, puisque tout ça vient des États-Unis, et donc ça a une connotation très guerrière en fait, et donc là on est dans l'esprit des gens qui ne sont pas des extrémistes par nature, on est dans quelque chose de très sulfureux en fait, et donc c'est pour ça que de plus en plus de gens préfèrent le terme de résilience, mais finalement souvent pour parler un peu de la même chose. Je veux survivre, je veux dépasser les chocs, je veux maîtriser au maximum les risques. Le survivalisme canal, pour ceux qui connaissent le FLNC Corse, un canal historique, canal habituel, pour les modérés du FLNC vitrine légale, c'est de la résilience. Et puis pour ceux qui sont plus engagés et qui vont le plus loin possible dans la démarche, eh bien c'est du survivalisme. Mais en réalité, la base du cœur qui consiste à dire je veux être résilient, je veux être prêt, je veux être capable de résister au choc, eh bien on peut préférer le terme de résilience parce qu'il est beaucoup plus tourné vers les autres et vers une forme de préservation, mais il n'en demeure pas moins que la logique
à la base, c'est vraiment la même, hein, c'est-à-dire que je veux me protéger. Alors, pour concevoir le plan de résilience personnelle, eh bien, vous avez le dossier du mois de mai 2022 qui est intitulé « Comment concevoir son plan de résilience personnelle ?» Mode d'emploi, guide, résilience patrimoniale, professionnelle, logistique, immobilière, mais aussi psychologique, tout y passe. Achat de précaution, tout ce qu'il faut savoir pour vous préparer et tester votre résilience et surtout l'améliorer en vous posant les bonnes questions, en ayant la bonne méthodologie et puis, je dirais, en prenant conscience de tout ce que vous êtes en capacité de faire bien en amont pour vous préparer à tous ces chocs, encore une fois. La crise géopolitique, la crise alimentaire, la crise énergétique, tout ça, ça se pense, ça se prépare et vous pouvez tout à fait, si vous êtes dans une copropriété qui par exemple est mal classée en termes de DPE et dans lesquelles les charges sont de plus en plus élevées, eh bien c'est peut-être le moment de déménager, de changer de copropriété, d'aller vers un logement moins énergivore. Bref, même en ville, vous avez des choix, même en ville, vous avez des alternatives et donc vous n'êtes pas forcément prisonnier de votre situation, bien au contraire. Encore une fois, vous avez beaucoup de pouvoir de faire. Et ce qui est très important quand on parle de résilience personnelle et de faire son plan de résilience personnelle, c'est vous réapproprier votre propre pouvoir de faire et de décider. Et si vous ne décidez pas, vous, en fait, ça revient à laisser les autres décider pour vous. Si vous êtes dans une copro qui est classée G, que vous consommez énormément et que vous ne faites rien, soit au niveau de votre copro, en vous engageant dans votre syndic, etc., pour faire changer les choses, isoler par la façade, que sais-je, aller chercher les financements, les aides, tout ce que vous voulez. Si vous ne le faites pas, vous laisserez les autres décider pour vous. De la même manière, si vous n'arrivez à rien au sein de votre copro, de votre syndic, etc., rien ne vous empêche de déménager, si vous déménagez, d'aller ailleurs. Bref, c'est votre pouvoir de faire, votre pouvoir de décider. Et ce pouvoir de faire et de décider, il faut se le réapproprier parce qu'encore une fois, sinon ce sont les autres qui décident pour vous. Et quand les autres décident pour vous, ils décident très rarement dans votre intérêt à vous. Ils décident plutôt dans le leur à eux, bien évidemment. Donc décider, c'est fondamental. Quand on parle de résilience personnelle, c'est même la base. Il va vous falloir prendre un certain nombre de décisions. Mais encore une fois, ces décisions, elles visent à atteindre un équilibre, hein, et pas encore une fois à renverser la table, mais atteindre un équilibre sous contrainte avec les contraintes de vos vies et de chacune de vos vies et de vos situations de vie. Et il faut faire avec et penser sa résilience avec vos contraintes de vie. Voilà ce que c'est la conception d'un plan de résilience. Il ne s'agit pas de dire « je construis mon abri anti-atomique au Groenland où il n'y a personne, à côté de la banque de graines internationale, parce que comme ça j'aurai les graines si jamais... » Non, bon d'accord. Soyons réalistes et faisons des choses adaptées à chacun, encore une fois, dans la mesure, dans la nuance et dans cet esprit d'équilibre. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur la résilience personnelle et sur ce plan de résilience personnelle. Tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la lettre stratégie pour télécharger ce dossier, insolentia.com/boutique, mais sinon vous avez le lien en dessous pour vous abonner ou là-dessus sur petit i, si vous cliquez lettre stratégie, abonnez-vous. Vous pouvez évidemment vous inscrire gratuitement sur le site insolentia.com à la lettre d'information ou activer les notifications, et sur la vidéo et sur le site internet. Vous pouvez me retrouver sur le compte Twitter @insolentiae. Vous pouvez évidemment vous abonner sans modération à cette chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho et partager avec tous vos proches ces éléments de réflexion sur la résilience personnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos proches. Encore une fois, la résilience, il faut qu'elle soit altruiste, tournée vers les autres, sinon elle n'a absolument aucun intérêt et aucun sens. Ce qu'on veut, c'est aider et protéger ceux que l'on aime et ceux qu'on aime. Et c'est, je dirais, finalement, la seule chose importante dans la vie, protéger, pouvoir aider ceux qu'on aime et ceux dont on est proche. Donc résilience altruiste, résilience qui vise la préservation, tout ça, ce sont des valeurs très positives. Et finalement, assez enthousiasmante, et s'engager pour protéger les autres et préserver
l'environnement, la planète, la vie, le savoir, la connaissance, la culture, la littérature, les arts, et tout ça finalement c'est extrêmement positif, donc ayons la résilience heureuse. Sur ces paroles, je vous laisse les amis, puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut les amis.